Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous souhaitons aujourd'hui revenir sur le sujet des infrastructures convergentes et d'hyperconvergence et partager avec vous nos premiers retours d'expérience, puisque cela fait maintenant 2 ans que l'on travaille sur les sujets d'hyperconvergence. On souhaitait partager avec vous ce que nous avions pu constater sur ce marché-là. Je suis accompagné aujourd'hui pour commenter ces expériences de David Fro. Bonjour à tous. Qui est avant-vente chez MTI et spécialisé sur ces technologies de convergence et d'hyperconvergence. Alors, premier point, les vecteurs de choix. Donc, parmi les vecteurs de choix, le premier point que nous allons aborder, ce sont les équipes qui gèrent vos infrastructures. Alors, David, sur des équipes silotées, Effectivement, si on a une infrastructure où les équipes sont silotées, on va avoir un certain historique et une certaine habitude de travail qui va plutôt pencher en faveur du modèle traditionnel. maintenant, le PRA et le PCA, toutes les sociétés, a priori, ont déjà une première approche de PRA et de PCA. Donc, il y a quasiment toujours un existant. En quoi est-ce que c'est plus favorable à de la convergence ou à de l'hyperconvergence? Alors, s'il y a un PRA, un PCA existant, il y a de fortes chances qu'il soit basé sur un modèle traditionnel, avec une fois de plus des procédures et un historique qui soient plus orientés traditionnels. Donc, dans ce cas-là, c'est la volonté du client de changer ses habitudes ou pas. Alors, les serveurs physiques, ce point peut paraître un petit peu surprenant parce que c'est vrai que quand on pense à une infrastructure d'hyperconvergence, on pense en priorité aux machines virtuelles et les serveurs physiques, bien souvent, on les exclut du périmètre. Et pourtant, ils sont bien là. Il y a toujours des présences de serveurs physiques, et donc il faut adresser ce problème. Un problème de stockage essentiellement. Dans ce cas, l'hyperconvergence va permettre de pouvoir propager les volumétries internes, mais le coût au giga embarquera entre guillemets celui du CPU et de la RAM des nœuds d'hyperconvergence, et l'adéquation économique ne sera pas forcément intéressante. L'alignement des contrats de maintenance, alors effectivement, quand on achète un cluster d'hyperconvergence, on achète à la fois du stockage, de la RAM et de la CPU. Donc si jamais les serveurs et la baie de stockage arrivent dont les contrats de maintenance arriveraient à échéance simultanément, on peut facilement se dire bon, de l'hyperconvergence va pouvoir s'y prêter. Si par contre, seule la baie de stockage arrive à échéance et que les serveurs doivent être maintenus, est-ce qu'il faut totalement écarter un sujet d'hyperconvergence? Ça dépend de la vision du client. Si le client base uniquement son investissement sur le CAPEX, il va être difficile d'obtenir un ROI immédiat. Par contre, si on introduit toutes les variables d'OPEX, la scalabilité de la solution et notamment la simplification des procédures, dans ce cas-là, l'hyperconvergence peut quand même convenir. Très bien. Et donc le dernier point, classe de service de stockage. Sur de l'hyperconvergence, on peut clairement faire des classes de service ou c'est totalement impossible? C'est parfaitement possible. Tout d'abord, il y a des QoS qui sont délivrés à la VM qui permettent de prioriser les workloads par rapport à d'autres. Et il y a également des nœuds qui vont être dédiés stockage avec un coût au giga différent du reste. Malgré cela, les acteurs traditionnels des baies de stockage sont plus aptes à délivrer des engagements de perf que les acteurs de l'hyperconvergence. On a voulu ici revenir sur quelques idées reçues sur l'hyperconvergence. La première, l'hyperconvergence ne serait pas appropriée pour des workloads disparates. L'hyperconvergence, en fait, va nous permettre, au sein d'un seul cluster, de mixer différents types de workloads, qu'ils soient linéaires ou pas. Par exemple, on va très bien pouvoir avoir une répartition globale des performances sur l'ensemble du cluster, mais également avoir des nœuds dédiés à certaines classes de services, voire des fonctionnalités qui vont être différentes d'une VM à une autre, comme la compression, la déduplication ou les QoS tout simplement. Si on a des workloads très particuliers, très gourmands en ressources, en stockage, comme de la BI ou du big data, Oui, dans ce cas, en fait, on va avoir une utilisation RAM, CPU et disque qui va être très conséquente. L'application est moins virtualisable et donc on profite beaucoup moins de l'hyperconvergence dans ce cas-là. deuxième objection, l'hyperconvergence ne permettrait pas de dédier des ESX à des applicatifs type Oracle ou SQL Server, sur lesquels les coûts de licence amènent souvent les clients à dédier des ESX à ces applicatifs-là.
On peut adopter le même modèle, c'est-à-dire dédier la partie compute sur laquelle sont basées les licences sur un ou plusieurs ESX, tout en ayant une propagation du stockage à l'intégralité du cluster. Dernière objection, l'hyperconvergence ne permettrait pas de fournir des services de fichiers de type NAS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de clients ont des baies de stockage unifiées qui font à la fois NAS et SAN. Et donc, on peut légitimement se poser la question, si j'adopte de l'hyperconvergence, est-ce que je vais perdre ces services de fichiers NAS? C'est faux. Il est possible, effectivement, à minima, d'avoir une VM qui soit dédiée au NAS, par exemple à base de Windows 2012, Windows 2016. Et ensuite, on a également des solutions complètement dédiées, notamment avec Nutanix, où la solution d'hyperconvergence va intégrer un NAS scale-out. Par contre, au-delà d'une certaine volumétrie ou en fonction de l'adhérence avec la sauvegarde notamment, il est possible d'avoir un NAS externe dédié avec une sauvegarde NDMP. Alors nous arrivons ici au cas d'application. La première, c'est une ferme de serveurs de virtualisation qui hébergerait quelques centaines de machines virtuelles. Dans ce type de cas de figure, David, est-ce qu'on est plutôt sur une approche de convergence ou d'hyperconvergence? Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que la taille de l'infrastructure informatique va refléter la taille de la société. Et donc dans le cas d'une ferme de 100 VM, il n'y a probablement pas de segmentation entre les équipes serveur, stockage et virtualisation. Donc dans ce cas-là, la simplicité de l'hyperconvergence va nous amener à pousser ce type d'architecture. De plus, le projet va être réalisé en son intégralité, c'est-à-dire que l'on ne va pas morceler l'infrastructure serveur, l'infrastructure stockage, voire les VM. On va pouvoir réaliser l'intégralité de l'architecture d'une seule fois. Ensuite, nous avons un besoin de PCA, PRA simplifié et unifié. Les équipes étant réduites, les procédures doivent être simples et les méthodes extrêmement simples. C'est ce qu'on a réalisé chez Bergère de France. Donc nous sommes passés d'une infrastructure traditionnelle à de l'hyperconvergence avec succès. L'infrastructure hyperconvergée est donc un choix naturel. On va avoir des gains opérationnels qui vont être immédiats et également des gains financiers immédiats. Alors, deuxième cas d'application, un projet qui consisterait à équiper des sites distants avec des infrastructures de virtualisation. Donc dans ce cas-là, le choix va être plutôt clair. L'hyperconvergence va nous apporter beaucoup de choses de par sa simplicité, sa compacité et sa facilité d'intégration. Donc par exemple, si on prend le cas d'une infrastructure qui doit être distribuée sur l'ensemble des sites, on va avoir une équipe data center qui va pré-packager et qui va créer des colis entre guillemets à expédier sur les différents sites. Donc la pré-intégration va se faire sur le site central. On va ensuite simplifier les expéditions parce que les passages de douane, la taille, le poids des cartons, tout simplement, va être plus apte à être réalisé avec de l'hyperconvergence. Sur les différents sites, on va standardiser les procédures, on va standardiser la supervision, les opérations distantes. On va avoir une solution qui va être plus compacte, moins énergivore. La diminution des frais de transport, c'est quelque chose qui va intervenir effectivement par le poids et par le volume des cartons. On va avoir un ticket d'entrée qui va être plus bas, mais surtout avec une évolutivité qui va être plus forte. On va livrer par exemple 3 nœuds pour 15 VM, mais si dans ce pays l'activité croît, on peut croître jusqu'à 100 VM, 1000 VM sans aucun problème en rajoutant des nœuds et en conservant les mêmes procédures. On a une possibilité de PCA sur chaque site. Imaginons par exemple une usine de fabrication. On va prendre deux infrastructures hyper convergées qu'on va mettre en stretch cluster pour réaliser les continuités d'opération. Et de plus, on va avoir une réplication qui va être soit intégrée, soit agnostique vers le data center en utilisant par exemple le Recover Point for VM ou Vim. On a la possibilité ensuite de remettre les VM d'une manière complètement banalisée. L'hyperconvergence dans ce cas-là va nous offrir l'avantage du data center in the box. On a la même chose sur le site local que sur les autres sites. Alors, dernier cas d'application, on est ici sur un projet de refonte globale de la plateforme de virtualisation, une plateforme de virtualisation qui hébergerait plusieurs milliers de machines virtuelles. Là, le choix va plutôt se porter vers l'infrastructure traditionnelle. Si on regarde la taille des VM, une fois de plus, ça reflète la taille de la société. Et donc là, au-delà de 1000 VM, on va avoir une société qui a déjà un grand historique, qui a vécu le traditionnel et qui a des équipes qui vont être dédiées avec des procédures.
Dans ce cas-là, on va également avoir, vu la disparité des workloads et les différentes VM, des serveurs physiques qui vont être rémanents et qui vont devoir être traités à part entière. On va également avoir des exceptions de workload, probablement de la BI, probablement du big data ou des choses qui ont un ratio volumétrie CPU qui vont être moins adaptés à la virtualisation ou économiquement moins à l'hyperconvergence. Un point également à ne pas négliger, dans ces cas-là, le client nous offre une expression de besoin qui va être plutôt orientée serveur ou stockage. Pour finir, cette infrastructure va probablement comporter une ou peu de baies, et on va avoir par contre beaucoup de serveurs, et ces serveurs arrivent au fur et à mesure du temps, donc ont des maintenances qui ne sont pas alignées avec celles de la baie, et là l'intérêt économique en termes de CAPEX est moins intéressant pour l'hyperconvergence. Le PCA, le PRA, il va être dédié par rapport aux équipes techniques, et donc on va avoir une forte adhérence aux procédures serveurs, procédures VM, procédures stockage. Donc on va avoir un projet d'hyperconvergence global qui va être plus difficilement réalisable. Par contre, l'hyperconvergence va encore être présente. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des projets techniques ou des projets fonctionnels du type VDI qui arrivent et qui nécessitent un cluster dédié, ou alors un rachat de société qui va intervenir et qui va permettre de déployer des VM très rapidement avec une capacité du CPU au tout venant, entre guillemets. Donc sur ce cas d'application numéro 3, on a un retour d'expérience que l'on souhaitait partager avec vous, une plateforme à plusieurs milliers de machines virtuelles, sur lequel nous avons fait un choix mixte entre de la convergence et de l'hyperconvergence. David, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Effectivement, dans ce cas, on a eu ce qu'on a vu lors des précédents slides. Donc la première chose, c'est que les serveurs et les baies de stockage n'étaient pas en coterminus, donc le CAPEX de l'hyperconvergence était moins intéressant. Et ensuite, on a une expression de besoin qui était très orientée classe de service stockage, avec engagement de performance. Donc nous avons proposé tout d'abord deux classes de service, une classe Silver et une classe Gold. Le Silver était réalisé par de l'Unity Full Flash pour supporter les serveurs physiques à un coût au giga grâce à la compression qui était extrêmement intéressant. Ensuite, pour les applicatifs métiers, nous avions une classe de service Gold basée sur Extreme.io avec des engagements de performance qui étaient à la fois linéaires dans le temps pour la croissance, mais également donc pour les performances intrinsèques. Pour finir, le tout venant de virtualisation, lui, était réalisé par un cluster de virtualisation, donc hyper convergé. L'infrastructure qui est présentée, là, propose des réponses qui sont adaptées aux problématiques de souplesse, à l'adéquation et aux besoins métiers. On vient de vous présenter 3 cas d'usage sur lesquels on a choisi de positionner de l'hyperconvergence ou de la convergence. C'est basé sur notre retour d'expérience sur ces 2 dernières années et ça reflète les tendances qui se dégagent dans les projets de nos clients. Ce que l'on constate par contre, c'est que l'hyperconvergence nous a permis d'adapter nos offres pour nos clients afin de répondre plus précisément à leurs exigences. Maintenant, chaque plateforme reste différente avec des besoins, des attentes et une évolutivité qui est vraiment très variée selon les sociétés et donc qui peut nous amener à faire des choix différents. Enfin, ce que l'on constate également, c'est une volonté de la plupart des entreprises de s'ouvrir vers le cloud et d'interconnecter les clouds privés de ces entreprises avec des clouds publics du marché afin de constituer un cloud hybride. Dans ce type de réflexion, bien souvent, on va plutôt s'orienter vers une approche hyper-convergence pour lever les limites que l'on a pu constater par le passé dans les plateformes de convergence et pouvoir vous emmener demain vers un cloud hybride. Ça fera l'objet de plus de précisions dans une prochaine vidéo à venir sur notre portail.